Merci Pierre pour cette très gentille introduction. Merci à Armor Science de m'accueillir et de leur bienveillance pour me permettre de vous présenter ce sujet. L'adolescence, quel chantier? Je ne sais pas s'il faut le prendre propre ou au figuré. Et pour qui? Est-ce que c'est pour les parents ou pour les enfants? En tout cas, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, de se balader dans ce sujet. Donc, oui, juste quelques mots pour me présenter. J'étais médecin psychiatre, donc j'avais un cabinet à Paris où j'ai exercé pendant très très longtemps. Et à Paris, c'est quelque chose souvent d'avoir un cabinet là-bas. Et puis, comme je fais la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, dont je vous parlerai un petit peu, c'est une thérapie un petit peu particulière, on travaille beaucoup sur les valeurs. Et je me suis dit, ce qui était important pour moi, c'était finalement ici, la Bretagne, donc je suis venu ici. Et puis, comme l'a dit Pierre, quand j'ai dit à mes collègues que je venais en Bretagne, ils m'ont dit gentiment, t'es courageux. Et puis, le confinement est arrivé, tout ça, et tout le monde m'a dit, t'as trop de chance de venir ici. Donc, comme quoi, tout est contextuel. Et c'est important d'avoir cette idée-là, qu'il n'y a pas de vérité, chaque chose est contextuelle. Et que les contextes évoluant, les choses changent. Donc, autre chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est j'ai fait une méditation, un programme de méditation sur Petit Bambou pour aider à dormir qui s'appelle Sommeil Serein. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile et pratique. Et puis, ce qu'a dévoilé Pierre, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des études pour apprendre à être con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et pour un clown, c'est un compliment de dire qu'il est con. Donc, mais au-delà de ça, c'est que le clown, il fait de l'acte, de la thérapie acte sans le savoir, de la pleine conscience sans le savoir, parce qu'il vit dans l'instant, il joue de l'instant. Et ça, c'est très utile pour nous tous, de savoir jouer de l'instant et savoir jouer de nos émotions. Donc voilà quelques mots sur ma présentation. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment avec de multiples visages, de multiples transformations, un chantier où il y a une sorte de volcan émotionnel qui arrive, plein de transformations qui arrivent, où des évolutions peuvent se faire de jour en jour. Et donc, on va essayer d'évoquer ce chantier-là, cette transition entre l'enfance et le monde adulte, qu'est l'adolescence avec ses 1000 visages qu'ont ces jeunes. Alors, je voudrais paraphraser cette phrase de Forrest Gump. Les enfants, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et puis, je pense que ça vaut le coup aussi pour les parents. Pour les enfants, ils peuvent se dire, les parents, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc, chacun son problème. Tout est contextuel, comme je vous l'ai dit. Et donc, il n'y a pas un adolescent pareil, il n'y a pas des parents pareils. Et il va falloir se rencontrer et savoir grandir ensemble. Grandir ensemble parce que j'aime bien cette phrase qui dit que la vie, c'est ce qui nous arrive alors qu'on avait prévu autre chose. On aimerait tous que ça soit très droit, très rectiligne, la vie, mais en fait, c'est jamais comme ça. On a tous des histoires, on a tous des épreuves, on a tous des poubelles dans son histoire. Et vivre, c'est une aventure de vie. Et une des étapes de l'aventure de vie, c'est l'adolescence, mais il y a plein d'autres étapes, des événements qu'on ne contrôle pas. Et s'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, comme le bateau, on ne contrôle pas la mer, on ne contrôle pas le vent, mais on peut apprendre à naviguer dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant aussi à l'adolescence, c'est donner les outils à cet âge-là où on s'autonomise pour pouvoir naviguer dans la vie et tracer son chemin et vivre son aventure de vie. Et puis j'aime bien dire que la vie, c'est comme un roller coaster. On peut avoir peur de la vie, mais on peut profiter, apprécier chaque moment de vie. Chaque moment de vie est une expérience et vaut le coup d'être vécu. Donc, profitons de la vue et sachons contempler ce qui nous arrive à chaque instant. Alors, l'adolescence, c'est un rendez-vous avec soi pour savoir quel être humain on est, quel être humain on va essayer de développer. Mais c'est un grand bazar, c'est pas un moment de silence, c'est un moment où du côté des parents et du côté des enfants, il y a souvent beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit et il faut arriver à s'accorder. Et puis il y a un coup d'accélérateur souvent dans la vie de famille à ce moment-là où d'un seul coup l'enfant qu'on avait s'échappe, s'évapore pour être au contact de ce jeune humain en construction. Et c'est un long voyage, non seulement pour les parents,
mais aussi pour les enfants, et puis ils sont peut-être des fois pressés d'être adultes, pressés d'avoir leur autonomie, hein, alors que les parents disent « Ouh là là, j'aimerais bien prendre un peu le temps avec mon enfant, là, il est en train de disparaître », et il faut s'accorder et accorder le rythme d'évolution de l'un et de l'autre. Hein, de l'adolescence, c'est quelque chose qui transforme les enfants et les parents. Et donc l'enjeu, c'est aussi de ne pas lutter avec ses enfants, parce que la bataille n'amène qu'à la bataille, et puis c'est pas aussi éviter ce sujet. Donc c'est un travail pour les adultes d'être des Sherpas, de savoir accompagner avec la juste distance, avec les outils nécessaires pour accompagner les jeunes dans cette émancipation, dans leur construction d'eux-mêmes. Alors, c'est source de peur l'adolescence, souvent pour les parents. Donc j'aime bien cette diapo, parlons de vos peurs. Souvent, Pierre, c'est la première réflexion qu'il a eue, hein, c'est que ça inquiète à la fois les parents et les grands-parents. Donc, rappelons-nous de l'histoire d'autres peurs qu'on a eues face à des adolescents. D'abord, c'est un âge où on apprend à être soi, on apprend à construire son ego. Et on voudrait être le meilleur, le plus fort, être au centre des choses. Et être adulte, c'est aussi savoir vivre ensemble tout en faisant de la place à soi. Pouvoir être capable, en tant que jeune adulte, de dire « bonjour, c'est moi ». Voilà. Et on n'a pas besoin d'avoir des étiquettes, mais souvent à l'adolescence, on passe par des moments où on trouve des appartenances temporaires pour se donner une identité avant de construire sa propre identité. Mais souvenons, et à une adolescence, c'est une période aussi où on peut, dans ce voyage dans le monde social qui est le nôtre à cette époque-là, dans les outils modernes, parmi les peurs qu'ont souvent les parents et les grands-parents, c'est aussi toute cette révolution des écrans qu'il faut savoir apprivoiser. Et notamment, je voulais vous parler, il y a une étude qui dit qu'à l'âge de 16 ans, un adolescent nord-américain a passé en moyenne 2 fois plus de temps devant des écrans que sur les bancs de l'école. Et donc, c'est vrai que ça peut faire peur, ces nouveaux outils, ce nouveau contexte qui arrive à cette époque, qui ne sont pas c'est pas les choses qu'on a connues nous, enfants, adolescents, mais peut-être qu'il faut aussi relativiser tout ça et de leur faire confiance, de savoir apprendre et gérer tout ça. Et je vous rappelle, quand Elvis Presley est arrivé, et on l'appelait Elvis the Pelvis, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être pas, mais à l'époque, les parents étaient morts de trouille de ces jeunes adolescents qui se trémoussaient dans tous les sens, alors que aller parler aux adolescents d'aujourd'hui d'Elvis Presley, pour eux, c'est de la vieillerie. Donc c'est intéressant de voir toujours comme c'est contextuel. Les parents de l'époque avaient très peur, et aujourd'hui, c'est d'une banalité. Et peut-être ce qui nous fait peur aujourd'hui sera d'une banalité extrême plus tard. Un autre exemple comme ça, c'est la période punk. Quand on voyait les gens arriver avec les cheveux rouges, des tatouages partout, ça faisait peur à l'époque. Moi, à ma consultation, j'ai des mamies qui arrivent avec les cheveux rouges, tatoués de partout, et c'est plus un problème. Donc c'est intéressant de voir que les peurs sont contextualisées. Et peut-être ce qui nous fait peur aujourd'hui dans cette transformation de l'adolescence, dans les nouveaux outils d'aujourd'hui qu'ils ont à s'approprier, peut-être que plus tard, ça nous paraîtra extrêmement banal et que peut-être qu'il faut leur faire confiance comme les rockers d'Elvis Presley, comme les punks de l'époque des années 70, et ils sauront peut-être digérer ça, même si certaines choses nous font peur aujourd'hui. Et puis, je vous ai mis un sujet d'actualité. Souvent, ce qui nous fait peur aussi, c'est voir ces adolescents qui nous donnent l'impression d'être des loukoums, de ne pas bouger, de ne pas savoir faire des efforts. Et on avait l'impression qu'à notre époque, on savait faire plus d'efforts pour travailler, pour s'engager. Ça aussi, c'est aussi un sujet de peur. Mais peut-être qu'il faut aussi leur faire confiance, qu'ils ont leur rythme pour grandir, pour se construire. Et donc, comme je vous disais, tout est une histoire de contexte. Pour des poules, un poulet rôti, c'est une horreur. Et puis, vous voyez, cette personne sur l'île, et quand il voit un bateau, il dit « génial, un bateau ». La personne sur le bateau dit « génial, une île ». Donc, chaque chose dépend du point de vue qu'on observe les choses. Donc, il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer par nos peurs, par nos croyances, par nos représentations. C'est qu'une perspective.
Et on peut s'amuser à changer de regard sur les choses et peut-être que nous avons aussi à savoir changer de regard sur les adolescents, sur les jeunes, un peu comme ces prisonniers. Il y en a qui voient des barreaux et d'autres qui voient un paysage. Et peut-être notre regard sur cet âge-là, sur ce chantier de l'adolescence, dépend aussi de la manière dont on regarde. Et les clowns sont des champions du monde pour changer de perspective, un petit peu comme cette boîte, on peut le voir comme un château, comme une cave, comme un donjon, comme un vaisseau, comme un trône, comme plein de choses. Tout est vrai et ça dépend de ce qu'on en fait. Et peut-être que cette période-là, de l'adolescence, ça dépend de ce qu'en font les adolescents et ce qu'en font les parents. Et que c'est peut-être un espace de créativité, de rencontre dans lesquels il faut que parents et adolescents grandissent ensemble, évoluent ensemble. Puis j'aime bien mettre des images un peu rigolotes de perspective. Imaginez de l'intérieur de l'Empire Building, King Kong qui montre le long du bâtiment. On a un drôle de regard. Et puis, vous voyez, en 1996, on voulait que les enfants rentrent à la maison pour travailler. Et maintenant, on voudrait qu'ils sortent pour quitter les écrans. Donc, tout est relatif et tout est contextuel et dépend du point de vue qu'on voit. Alors, le piège, ça serait de vouloir contrôler les adolescents, contrôler cette période de vie, contrôler toutes ces émotions qui arrivent. Mais ce contrôle nous envoie vers des choses peut-être difficiles et que justement, il faut savoir avoir cette flexibilité pour pouvoir s'ajuster et trouver la juste distance qui est voulue peut-être chaque jour dans ce chantier qu'est l'adolescence. Et puis, il y a un travail d'acceptation. L'acceptation, c'est savoir accueillir ce qui se présente à nous. Les adolescents qu'on a, ils sont tels qu'ils sont et ils ont le droit d'être comme ils sont. Il faut savoir accueillir. Et accueillir, c'est pour arrêter de se battre dans le vide et blâmer ce qu'on ne peut changer. C'est accepter qu'on a moins d'influence sur nos enfants à cet âge-là, qui prennent leur liberté, qui prennent leur envol pour sortir de la lutte avec le présent. Et j'aime bien cette phrase de cet enfant qui dit « S'il vous plaît, donnez-moi la sérénité d'accepter que mes parents ne pourront pas changer ». Et j'aime bien la règle des 5 C. La règle des 5 C, c'est de se dire « c'est con, mais c'est comme cela ». Et vous compterez, il y a 5 C. Bah, c'est con, c'est comme ça, c'est l'adolescence. C'est con, c'est comme ça, mes parents sont comme ça. Maintenant, ça permet de plus facilement passer. Maintenant, comment fait-on? Comment fait-on pour gérer tout cela, pour naviguer dans cette période peut-être plus agitée que d'autres périodes? Donc, il y a un travail d'accueil, d'acceptation, que ça fait partie de la vie de l'adolescence, ça fait partie de la vie d'avoir des parents, et que finalement, peut-être que c'est de savoir vivre cette période, savoir vivre ce chemin, fait partie de la vie et fait partie de la saveur de la vie, et que si cette période de la vie pour les parents et les adolescents était toute calme, peut-être qu'on s'ennuierait un petit peu, et que c'est ça qui fait le piment de la vie. Il faut savoir profiter de cet instant-là et vivre ces moments-là, même s'il y a plein de choses qui nous échappent, même s'il y a plein de choses qui peuvent nous irriter, pour apprendre à composer avec ça et en faire une opportunité. Alors, maintenant, j'aimerais bien prendre un petit temps pour vous expliquer comment fonctionne un être humain et qu'est-ce qui se met en place à l'adolescence. Donc, je vais avoir l'outrecuidance en une quinzaine de minutes d'essayer de vous expliquer comment fonctionne un être humain, rien que ça. Puisque c'est ça l'enjeu pour les adolescents, c'est des petits poussins, et puis il faut qu'ils deviennent des adultes, qu'ils apprennent à être, et qu'est-ce qu'ils ont à mettre en place. Donc, si vous voulez approfondir, il y a même des guides pour les jeunes pères, pour les aider, et j'aime bien cette phrase, la partie la plus difficile d'être parent, c'est de regarder son propre enfant traverser une période difficile, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour résoudre le problème. C'est aussi un âge particulier parce que les parents rentrent dans une impuissance. À cet âge-là, ce n'est pas les parents qui peuvent aider le plus les adolescents. Et donc, on verra que souvent, il faut trouver des adultes de substitution, des aides extérieures pour accompagner nos enfants. Et c'est ça qui est difficile souvent pour les parents à cet âge-là. On sait ce qu'il faudrait faire peut-être, parfois, on aimerait que telle chose se fasse, mais on est impuissant, on est souvent les plus mal placés. Et d'être dans cette position d'observateur, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour les parents. Alors, ce que je vous disais, on va essayer d'expliquer comment fonctionne un être humain, rien que ça.
Alors pour moi, un être humain, c'est fait d'un corps, d'une machine à fabriquer des pensées, d'une machine à fabriquer des émotions, qui sont en dialogue permanent. On va prendre un événement de vie, on va imaginer qu'on est au supermarché le samedi matin, et pour X raisons, on a le cœur qui bat vite. Donc c'est le corps qui s'exprime. Il y a plein de choses qui font que le cœur peut battre vite le samedi matin au supermarché. Il fait chaud, on porte beaucoup de choses, on est un peu pressé. Mais on va imaginer que pour l'histoire, vous êtes des spécialistes de l'anxiété. Comme vous êtes des spécialistes de l'anxiété, vous allez avoir des pensées automatiques qui vont vous dire « si mon cœur bat vite, c'est que je vais faire une crise d'angoisse ». Une pensée automatique, c'est une pensée qui s'impose à soi, qui ne fait pas l'objet de réflexion. Un peu comme si quelqu'un bâille ici, je peux me dire que je ne l'intéresse pas. C'est peut-être vrai, mais j'ai le droit de construire une pensée alternative qui serait de me dire elle a peut-être fait la fête la veille, je ne sais pas, c'est peut-être la seule personne que je n'intéresse pas, c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui m'évite de construire un scénario catastrophe qui me serait de me dire je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. Et les scénarios catastrophes, c'est comme des paires de lunettes. On regarde le monde à travers son scénario catastrophe. Et il suffit que ce matin, mon voisin ne me dise pas bonjour pour que je me dise si lui aussi ne me calcule pas, c'est que vraiment que je suis nul, que je ne m'en sortirai pas, plus personne ne m'invitera à des conférences. Et donc, je vais prendre tout ce qui m'arrive dans la vraie vie pour nourrir mon scénario catastrophe. Donc, je reprends mon histoire. J'ai le cœur qui bat vite, je me dis que je vais faire une crise d'angoisse. Donc, de penser ça, ça me crée une émotion. Les émotions se traduisent dans le corps, notamment par l'accélération cardiaque. Donc, voyant que mon cœur s'accélère, je vais me dire j'ai bien eu raison de penser que j'allais faire une crise d'angoisse. La preuve, c'est que mon cœur s'accélère. Et donc, je vais valider cette hypothèse de l'anxiété, alors qu'au départ, ça n'avait peut-être rien à voir avec l'anxiété que mon cœur bat vite. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une patiente comme ça, qui avait une nature anxieuse, qui s'est remise au sport. Le simple fait que le cœur bat vite, ça a déclenché des angoisses, alors que ça a été déclenché parce que quand on fait du sport, évidemment, on a le cœur qui bat vite. Donc tout ça pour vous dire qu'un être humain, c'est une immense caisse de résonance. Tout ce qui nous arrive crée des échos à l'intérieur qui sont faits de pensées, d'émotions et de sensations physiques. Et tout ça nous donne de l'énergie, une énergie pour vivre. C'est un petit peu notre moteur de vie. Mais ça peut déborder, quand ça dysfonctionne, ça peut déborder à différents endroits. Quand ça déborde au niveau du corps, quand il y a trop de tension, ça déborde au niveau du corps, ça donne des somatisations. On a mal au dos, on a mal au ventre, mal à la tête. C'est le corps qui exprime la tension qui s'accumule à l'intérieur de nous. Quand ça déborde au niveau de la machine à fabriquer des pensées, ça donne de la culpabilité, des ruminations, des phobies, voire de la dépression. Alors, pour comprendre la machine à fabriquer des pensées, je vais être un peu cru avec vous. Vous fabriquez de l'urine, mais vous n'êtes pas de l'urine, vous êtes bien d'accord. Vous fabriquez du caca, mais vous n'êtes pas du caca, vous êtes bien d'accord. C'est la même chose, vous fabriquez des pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées. C'est important de faire la différence entre soi et ses pensées. Surtout que nous avons deux sources de fabrication de pensées. Il y a l'être humain que nous sommes, qui en fabrique, mais aussi notre cerveau émotionnel spontanément. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Les êtres humains vivent depuis je ne sais plus combien de millions d'années, mais ça fait à peine 200 ans qu'on est dans l'ère industrielle, encore moins derrière un bureau, encore moins derrière un ordinateur. Donc notre cerveau doit anticiper tous les dangers, puisque à l'époque des hommes préhistoriques, il fallait survivre. Donc s'il fallait anticiper que derrière le rocher, il n'y avait pas un tigre aux dents de sable ou un mammouth, sinon c'était trop tard. Donc notre cerveau est une machine à nous proposer des pensées, et vivre, c'est savoir faire le tri de ces pensées. Et si je continue sur mon image crue, imaginez que vous faites un gros caca, que vous passez votre journée à regarder votre caca, vous trouvez que ça pue et que vous avez une vie de merde, vous êtes bien d'accord. Dans la vraie vie, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez la chasse d'eau, vous allez voir ailleurs. Eh bien, c'est la même chose dans votre tête, il faut faire la même chose, il ne faut pas rester sur des pensées de merde, sinon c'est le bazar dans votre tête. Donc il y a cette flexibilité intentionnelle qui est importante à développer, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et on voit bien que des fois, certains adolescents et certains adultes tournent en boucle sur certains sujets et qu'ils ont besoin de développer cette flexibilité intentionnelle. Et donc, notre cerveau émotionnel fonctionne aussi comme si vous aviez un Doberman dans votre jardin. Quelqu'un passe devant la grille, le Doberman il se dit « mince, c'est peut-être un intrus, mon besoin de sécurité est malmené, donc dans le doute, je vais aboyer ». C'est peut-être logique pour lui, mais il ne se rend pas compte que ça fait peut-être 30 ans qu'il aboie sur tout le monde. Et donc, le propriétaire, l'être humain que nous sommes, est bien embêté par ce Doberman.
Donc, si, c'est intéressant d'observer qui est au gouvernail de ma tête. Est-ce que c'est l'être humain que je suis ou mon Doberman? Peut-être que quand quelqu'un me fait une queue de poisson et que je m'énerve, c'est peut-être pas l'être humain que je suis qui s'exprime. C'est peut-être mon Doberman. Et donc, on voit bien que cette gouvernance, parfois, n'est pas évidente chez les adolescents qui sont en construction. De temps en temps, on a notre adolescent qui est un super enfant, notre enfant béni des dieux. Puis de temps en temps, on a l'impression d'avoir un Doberman qui nous aboie dessus, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et donc, il doit apprendre à s'ancrer et ne pas à canaliser sa réactivité. Parce que on a une sorte de machine à blabla comme ça, et il faut savoir faire le tri de ses pensées, sinon ça blablate tout le temps. Il faut avoir une certaine continence de ses pensées. Je pense que Freud a oublié un stade, ce que j'appelle le stade mental, c'est-à-dire à l'adolescence, il y a plein de pensées qui arrivent, et il faut apprendre à être continent de ses pensées. Malheureusement, il n'y a pas de couche culotte pour le cerveau, mais souvent, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre « Savoir se taire », mais savoir se taire intérieurement. Or, quand le cerveau émotionnel se met en route à l'adolescence, eh ben, ça fait blabla en permanence sur tous les sujets, et blablabla avec nous aussi, avec les parents, avec tous les gens qui les entourent. Maintenant, on va parler de ma machine à fabriquer des émotions. Elle répond à cette phrase de Charles Darwin qui dit « Les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. Si je suis face à une bête féroce, j'ai peur. La peur m'informe que mon besoin de sécurité est malmené et me donne l'énergie pour satisfaire ce besoin de sécurité. Donc, une émotion, ça nous donne une information et l'énergie pour satisfaire ce besoin. La colère m'informe que mes droits sont bafoués. La tristesse m'informe que j'ai à renoncer. Si quelqu'un dans ma famille est décédé cette semaine, je suis triste parce que j'ai à renoncer que cette personne n'appartient plus à mon présent. Et tant que je n'ai pas entendu le message de mes émotions, mon cerveau émotionnel va me le dire et va me le hurler à l'intérieur de moi. Le problème, c'est que nous sommes des homo sapiens, des êtres qui pensent. Donc, des fois, ces émotions sont dues à nos besoins, mais imaginez que ce matin, mon voisin ne m'a pas dit bonjour et que je suis en colère parce que j'estime que mon droit au respect n'a pas été bafoué. Mais en fait, il a le droit de ne pas me dire bonjour. C'est moi qui me suis raconté qu'il devait me dire bonjour. Donc, il y a souvent plein d'émotions qui sont déclenchées par nos jugements et commentaires. Et il suffit d'arrêter de juger et de commenter pour avoir moins d'émotions. Mais dans notre société moderne, on voit avec les réseaux sociaux, on est entraîné à juger et à commenter. Et il y a tout cet apprentissage à avoir, et notamment les adolescents ont besoin de se construire dans le lien aux autres, et ça crée plein de jugements et commentaires, donc ça fait flamber leur cerveau émotionnel, qui fait que parfois, ils ont des vagues émotionnelles qui sont entretenues par ce blablabla qu'ils ont dans leur tête, qu'ils ont à apprendre à maîtriser un peu, à apprivoiser comme un cheval sauvage, à dompter leur intériorité. Donc, une émotion, une énergie qui nous met en mouvement. Par exemple, la colère, ça aide à repousser, à poser des limites personnelles, défendre l'espace vital, dénoncer les injustices. La tristesse, à lâcher vers le bas, à lâcher prise, à tirer la compassion. La joie, ça permet d'avancer, partager, communier, célébrer, se motiver. La peur, ça permet de reculer, fuir le danger, se mettre en sécurité. Donc, ça crée le mouvement. Et il y a plus d'émotions entre guillemets négatives, parce que comme je vous ai expliqué, on est fait pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques, et donc il fallait survivre. Donc, toutes ces émotions sont des dopants intérieurs pour nous aider à survivre. Et donc, à l'adolescence, le cerveau émotionnel prend de l'ampleur, et donc c'est pas étonnant que les adolescents, souvent quand on les croise, ils sont pleins de mouvements, pleins d'énergie, parce qu'ils ont à apprendre à canaliser cette énergie. Et puis, des fois, quand ça dysfonctionne, l'événement de vie donne des réactions absurdes, c'est-à-dire des réactions qui sont absurdes par rapport à l'événement déclenchant. Moi, j'avais une patiente, le vendredi soir, elle était fatiguée. Il y avait une certaine tension qui se mettait en place, ça montait, et elle faisait une crise de boulimie le vendredi soir. C'est complètement absurde. Et souvent, d'ailleurs, le comportement alimentaire est une fausse bonne solution pour s'apaiser et pour se remplir. On l'utilise pour plein d'autres choses que pour répondre à notre besoin alimentaire. Ça peut être boire, l'alcool, c'est une fausse bonne solution pour essayer de s'apaiser.
On peut aussi s'hypnotiser devant les écrans. Hein, les écrans, aujourd'hui, c'est l'opium du peuple. Hein, ça permet, comme dirait Marx, de s'hypnotiser. Et c'est vrai que souvent, on peut être tenté, adolescent comme adulte, de s'apaiser, de se détacher des émotions en se mettant devant des écrans. Et puis, il y a des gens qui sont stressés d'être stressés. C'est pour ça que je propose souvent à mes patients de retirer le mot stress pour essayer de trouver un mot équivalent qui serait ça m'éprouve, j'ai besoin de m'adapter, pour se mettre en mouvement. Parce que souvent on dit je suis stressé, ça nous fige. Or la vie c'est le mouvement. Donc c'est trouver des verbes qui nous mettent en mouvement. Ce n'est pas la méthode Coué de dire tout va bien, mais qui nous permettent d'avancer. Donc il y a plein de réactions absurdes. Donc on a vu le comportement alimentaire. Le hasard de la vie fait que je me suis devenu le spécialiste de la trichotillomanie. C'est des femmes qui s'arrachent les cheveux à devenir chauves. L'équivalent chez les hommes, c'est les jambes qui trépignent de la jambe. Hein, vous avez dû en voir dans des réunions. Ça s'appelle la cigarette, se ronger les ongles, l'agressivité, la sexualité, tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que souvent, toutes ces pathologies-là, elles apparaissent à l'adolescence. Et donc, il faut les aider à canaliser ce flux énergétique, ce volcan émotionnel qui se met en place à l'adolescence si on ne veut pas que viennent s'installer des fausses bonnes solutions pour s'apaiser. L'idée de tout cela, c'est qu'un être humain fonctionne comme une centrale nucléaire. On fabrique de l'énergie pour vivre, mais si on en fabrique trop, ça risque de déborder. Dans une centrale nucléaire, il y a comme système de refroidissement l'eau. Chez les êtres humains, le système de refroidissement n'est pas l'eau, c'est la respiration ventrale, c'est pour ça qu'on fait de la cohérence cardiaque, c'est la relaxation et la méditation pleine conscience, ça permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur que pendant l'enfance, on apprenne aux enfants à faire de la méditation, de la pleine conscience. Comme ça, quand le volcan émotionnel se met en place à l'adolescence, eh ben, ils savent observer ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ils ont les outils, déjà en sachant les nommer, et pour savoir gérer ce qui se passe à l'intérieur d'eux, pouvoir naviguer dans ce chantier, dans ce bazar de l'adolescence, où tout change, tout se transforme. Alors, comme je vous disais, pendant l'enfance, les choses sont simples. Hein, les conflits entre ce que notre tête nous raconte et nos émotions, hein, ben, c'est le petit nœud dans la gorge. Ce n'est pas très compliqué. Mais à l'adolescence, ben, tout s'emballe. Il y a une sorte de volcan émotionnel qui se met en place. Et c'est pensée, émotion, sensation physique, pensée, émotion, sensation physique, pensée, jusqu'à ce que ça tilte. Hein, et c'est pour ça que c'est à cette époque-là, je bafouille, cette époque-là que se met en place beaucoup de pathologies. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de donner des outils aux adolescents et aux parents pour accompagner au mieux ce passage-là, pour pas que viennent s'installer des choses qui seront problématiques par la suite. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant pour moi de faire cette conférence pour vous, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, voilà, moi je m'intéresse aux clowns, mais finalement, grandir, c'est savoir faire de la place à sa sensibilité. Et il y a un super documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle « Tout va bien, le premier commandement du clown » qui suit des adultes qui veulent devenir clowns au Samovar, à Bagnolet. C'est une école pendant 2 ans. Et il y a un professeur qui dit une phrase que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire « On admire les acrobates et on aime les clowns ». Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère être aimé qu'admiré. Or, on passe son temps à vouloir être admirable. Nous, les adultes, et puis aussi les adolescents, ils essayent d'être admirables sur les réseaux sociaux, partout. Hein, ils aimeraient bien qu'on les aime bien, mais celui qu'on aime vraiment, c'est le clown. Et le clown, il est bancal, il est fragile, il naît de son bide, de son ridicule. Hein, et on voit bien que c'est un enjeu d'être au contact de sa sensibilité qui n'est pas simple à cet âge-là. Et qu'il y a une sorte de confiance en soi à construire, apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier pour pouvoir se lancer dans la vie. Et d'ailleurs, il y a un terme souvent qu'on utilise qui est mal approprié, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, pourquoi c'est mal approprié? Parce que si vous voulez pour apprendre à faire du vélo, si vous voulez avoir confiance en vous, vous n'apprendrez jamais à faire du vélo. C'est parce que vous montez sur un vélo, vous cassez la figure, vous montez sur un vélo, vous cassez sur la figure, que progressivement, vous avez confiance en vous sur le vélo. Donc souvent, on le met avant l'épreuve, alors que c'est après l'apprentissage. Et en fait, dans la confiance en soi,
c'est savoir traverser la peur. Et c'est là-dessus, c'est l'un des apprentissages majeurs de l'adolescence, c'est de les aider à savoir traverser leur peur. Et que la sensibilité, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. Voire même, c'est génial la sensibilité, et vive la sensibilité. Donc, voilà, donc on a une sorte de moteur intérieur qui est fait de notre corps, de notre machine à penser, de notre machine à émotion, qui est à mettre en place, qui change de niveau à l'adolescence et qu'il faut apprendre à apprivoiser, à dompter pour pas que ça déborde de part et d'autre. Et puis, il y a une sorte de balance émotionnelle à l'intérieur de nous qui est à apprendre, notamment à cet âge-là. C'est ce qui appuie du côté des émotions négatives, c'est certains événements de vie. C'est vrai que si quelqu'un décède autour de moi, je suis plutôt triste, quoique. Et puis, dans certaines cultures, ce n'est pas forcément triste, la mort, ça fait partie de la vie. Donc, tout est contextuel. Et puis, les ruminations, les ressassements. D'où l'intérêt de prendre conscience de cette machine à blabla. Et ce qui appuie du côté des éléments positifs, des émotions positives, c'est les états du corps. C'est-à-dire, dès qu'on met en jeu le corps, ça peut faire de la méditation, aller chez le coiffeur, faire du sport, se faire masser. Dès qu'on met en jeu le corps, ça crée des émotions positives. Et le lien social. Donc c'est pour ça que, notamment à cet âge-là, on se construit beaucoup dans le lien social. Et puis, il y a un sujet qui me semble important. On a vu que la respiration ventrale, c'était quelque chose d'important pour savoir digérer les émotions à travers la cohérence cardiaque. Moi, je m'étonne que, notamment au collège, on n'apprend pas les enfants, les adolescents, à respirer avec le ventre. Je pense que si on les aidait à respirer avec le ventre, parce que c'est un apprentissage que moi je suis obligé de faire après, on leur apprendrait à savoir digérer ses émotions, à accompagner ses émotions. Et pourtant, c'est un truc pas compliqué, hein. Respirer avec le ventre, si on prenait du temps pour ça. Alors, par rapport à tout ce que je vous dis, je vais vous donner 2-3 clés. Je donne un mantra à mes patients, quand ils ont une émotion, de se dire « j'accueille et j'accepte d'avoir des émotions », cela signifie que je suis un être vivant et un être émotionnel. Donc la prochaine fois que vous êtes en colère, vous dites « génial, j'ai une émotion », c'est une bonne nouvelle. Hein, parce que souvent on voudrait une vie sans émotion, sans pensée, ça c'est une vie de cadavre. Donc génial, ça permet d'accueillir, d'apprendre à accueillir, à accepter son expérience intérieure, ses échos intérieurs dont je vous ai parlé. Ce qui est intéressant aussi, c'est faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est désagréable, inconfortable, embêtant, gênant, frustrant, entravant. Ce qui est grave, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Donc, si je perds mon téléphone, c'est pas grave, je ne vais pas mourir. Mais c'est peut-être très embêtant parce que je n'ai peut-être pas l'argent pour m'en racheter un téléphone, je vais perdre des photos qui me sont précieuses, mes patients ne vont peut-être pas pouvoir m'appeler, donc c'est peut-être très embêtant. Tout ça pour vous dire que les mots donnent des ressentis intérieurs, donnent des résonances. Donc c'est important de savoir choisir les bons mots. Et on voit bien qu'à l'adolescence, dans ce blabla qui se met en route à ce moment-là, il y a plein de jeux, on essaye de se stimuler parce qu'on aime bien avoir des émotions à cet âge-là, on a envie d'expérimenter les émotions, ce nouveau terrain de jeu des émotions, mais des fois on peut se laisser emballer par excès autour de ces émotions qui arrivent. Et d'ailleurs, souvent, c'était une expression un peu à la mode, je ne sais pas quelle est l'expression aujourd'hui à la mode, mais dire c'est grave à tout bout de champ. Mais pourquoi c'est embêtant? Parce qu'on va réveiller notre Doberman. Et notre Doberman, il va sortir de sa niche et mettre le bazar à l'intérieur de soi. Donc, c'est de savoir aussi utiliser chaque mot à bon escient. Et il y a tout un apprentissage à cet âge-là, parce qu'on est beaucoup plus libre du vocabulaire à l'adolescence, mais de savoir que la manière dont on décrit les choses donne certaines résonances à l'intérieur de soi. Ça ne donne pas le même rendu. Ça s'appuie sur une théorie qu'on appelle la théorie des cadres relationnels. Je vais vous la faire très simple en 2 minutes. Imaginez, je prends une photo de moi. Super photo de moi. Je la mets dans un cadre Ikea. Ça ne donne pas le même rendu si c'est dans un cadre Louis XIV. Vous êtes bien d'accord? Eh bien, les mots, c'est pareil. Selon les mots qu'on utilise, ça ne donne pas le même rendu émotionnel. Donc, c'est aussi un apprentissage à cet âge-là, autour du vocabulaire. Et on voit bien que ça part dans tous les sens souvent. L'autre chose, c'est ce que j'appelle la double peine. Si je casse mon téléphone et que je m'énerve, j'ai 2 peines. Non seulement j'ai mon téléphone de cassé, mais j'ai la conséquence de mes émotions.
Et ce n'est pas parce que je vais m'énerver que ça va réparer plus vite mon téléphone. Et puis peut-être c'est l'occasion de se dire, c'est con, mais c'est comme ça, j'ai cassé mon téléphone. La règle des 5C. Et donc, c'est intéressant de ne pas se mettre en double peine. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui est important à cet âge-là, parce que souvent, on s'énerve, on s'agite, on peste, hein, et on fait démarrer à tout bout de champ notre cerveau émotionnel. Et il y a tout un apprentissage à ce moment-là à avoir pour être continent de ses pensées et savoir ne pas déclencher à tout bout de champ son cerveau émotionnel. Donc, grandir, c'est découvrir la liberté. Mais on apprend quand on grandit que chaque chose a une facette plus douloureuse. Grandir, être libre, c'est être seul. Être plus libre, c'est aussi d'avoir des responsabilités et des devoirs. Et souvent, à cet âge-là, on voudrait avoir le bon côté des choses, mais pas le coût de chaque chose. Et donc, il y a tout un apprentissage de savoir faire avec ce savant mélange des émotions pour tirer les informations de ces émotions et puis savoir canaliser cette énergie que nous produire ces émotions et que avoir une chose peut donner, comme la liberté, peut donner aussi d'autres émotions plus difficiles à gérer comme la solitude. Et ces images viennent un peu de ce fameux film Vice Versa hein, de Disney qui est un film qui met bien en scène l'importance des émotions. Alors, il y a un outil je vais vous donner différents outils qui peuvent être utiles à cet âge-là à apprendre. Vous avez par exemple la méthode RAIN, 4 étapes pour faire face à une situation difficile. C'est un acronyme. R comme reconnaître ce qui est en train de se passer, se dire « Ah tiens, je ressens de la colère ». A, accepter que ça se passe, sans chercher à fuir ou à penser à autre chose. I comme inspecter ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire tout de suite? Et N, non-identification, ne pas s'identifier à mes pensées, à mes émotions, à mes sensations physiques. C'est mon corps qui produit ça. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes sensations physiques. Il ne faut pas me laisser embarquer par elles. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser à l'adolescence, qui sont même chez les plus petits enfants, pour apprendre à avoir cette gestion émotionnelle. Et puis les adolescents, ils jouent à un jeu qui est très particulier que j'appelle « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire qu'ils font tout pour se faire détester, pour vérifier qu'on les aime bien. Et ce qui est très difficile pour les parents par rapport à ça. Et les parents doivent être comme un phare, c'est-à-dire un point de repère. Malgré toutes les tempêtes qu'ils prennent, il faut les rassurer en permanence, les arroser, les adolescents, de petits mots. Je t'aime, t'es super. Alors on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et puis si on est que des êtres humains, si on se fourvoie, il faut tout de suite assumer. Désolé, je me suis trompé. Pardon, merci pour telle chose. Et utiliser les mots, comme je vous ai dit, de façon très précise, parce que les mots vont être des tuteurs, vont aider à structurer aux adolescents, de structurer leur intériorité, de structurer leur monde émotionnel qui est comme une tempête à l'intérieur, pour tout doucement que, comme la mer, ça se calme progressivement en avançant dans l'âge. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile pour les parents d'être stoïques quand on prend plusieurs tempêtes dans la figure. Alors, il y a aussi un autre concept qui est intéressant, qui est l'ordalie. L'ordalie, c'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. À l'époque du Moyen-Âge, si on était accusé d'un crime, il fallait ramasser une pièce dans de l'eau brûlante, dans un chaudron brûlant. Si elle ressortait intacte, on avait le droit de vivre. Si elle était brûlée, ça veut dire qu'on était coupable, donc on était condamné à mort. L'ordalie, c'est ce que nous a donné par la suite les combats à l'épée. On en appelait à Dieu pour savoir qui avait raison. Et l'ordalie est devenu, ça se traduit aujourd'hui par les sports à risque. Par les sports à risque, quand on fait comme ce monsieur de la varap en haut d'une falaise, on tente la mort dans ce sport pour avoir le droit de vivre. Et les adolescents, dans l'épreuve, ils jouent à ça. Vous vous rappelez de ce fameux film La fureur de vivre de James Dean, hein, ils jouent à ce jeu dangereux des voitures
pour pouvoir vivre. Et donc nos adolescents vont jouer souvent à ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'ils ont des conduites à risque. Ils vont essayer de s'éprouver pour avoir le droit de vivre. Alors juste pour le commentaire historique, je ne sais pas si vous connaissez cette photo du duel. C'est le dernier duel qu'il y a eu en France entre le marquis de Cuevas et Serge Liffard, dans le monde de la danse. Et le monsieur qui a un bandeau sur l'œil, ben c'est Jean-Marie Le Pen, qui a été le témoin de ce dernier duel qui a eu lieu en France. Heureusement que ça s'est arrêté, qu'on n'en appelle plus à Dieu. Donc c'est risquer de mourir pour avoir le droit de vivre. Donc, c'est l'idée qu'il faut apprendre à l'adolescence à traverser sa peur. Le bonheur est l'autre côté de la peur. Et dans plein de sociétés traditionnelles, on fait des épreuves qui font peur. Les Maasai, il fallait qu'ils tuent des lions pour devenir adultes. Je ne sais pas vous, mais moi je serais mort de peur. Mais comme ils sont quand même intelligents, les Maasai, ils voient bien qu'il n'y a plus beaucoup de lions. Et donc ils ont transformé ça, il n'y a pas très longtemps, dans des épreuves de sport. Je trouve ça formidable. À Vanuatu, sur l'île Vanuatu, on faisait des promontoires de branches. On accrochait le jeune avec une liane. On le balançait de haut du promontoire, il tombait avec la liane accrochée au pied. Il s'arrêtait à 2 cm du sol. Je ne sais pas vous, mais moi je serais mort de trouille. C'est l'ancêtre du saut à l'élastique. Donc dans beaucoup de traditions, devenir adulte, c'est savoir traverser sa peur. Et il faut des épreuves d'apprentissage pour savoir traverser la peur. Et de ne plus avoir peur de la peur. N'oublions pas que nous sommes vivants parce que nos ancêtres ont eu peur. Ça les a aidés à se protéger. Or, aujourd'hui, on ne sait plus forcément faire avec la peur. On a peur d'avoir peur, ce qui donne de l'anxiété. Donc, il y a tout ce travail chez les adolescents de ne pas avoir peur de leurs émotions et d'en voir l'opportunité des émotions. Donc, comme je vous disais, les adolescents, ils ont des besoins. Ils ont besoin de relations avec leurs collègues, de liens sociaux. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chercher des amis, qu'ils ont besoin de contacts. Parce qu'il y a un comportement chez les êtres humains, chez les mammifères, qu'on appelle le toilettage. Hein, les singes passent beaucoup de temps à s'épouiller. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de poux, mais c'est parce que ça les apaise et ils se reconnaissent les uns les autres. Nous, les êtres humains, heureusement, on ne s'épouille pas. On ne se sent pas le derrière comme les chiens. Ça se fait par le bavardage. Et donc, c'est pour ça que cette régulation émotionnelle se met en place à l'adolescence à travers le bavardage. Et les adolescents, ils n'arrêtent pas de bavarder de droite et de gauche. Ils ont besoin d'amis. Ils vont à l'école pour voir leurs amis plus que pour apprendre à l'école. Hein, ils ont besoin de ça parce qu'ils se construisent dans le lien social. Et ils ont besoin de mouvement. Puisque notre physiologie est faite pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Et à l'époque des hommes préhistoriques, on vivait à 20 dans les grands espaces. Aujourd'hui, on vit à 500 dans le métro. Assis. Donc c'est pour ça que l'école, parfois, c'est un peu difficile pour eux, parce qu'ils ont besoin d'avoir ce mouvement. Donc il faut leur donner des opportunités de mouvement. Et ils ont besoin d'épreuves. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'épreuves. Le service militaire, ça n'existe plus. Le bac, il ne ressemble plus à grand-chose. Hein, la dernière épreuve, c'est Parcoursup, mais on a l'impression de jouer à la roulette russe. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et puis, ils ont besoin d'espace à explorer. Donc, si on est malin, quand on est parent, il faut trouver l'occasion de leur donner des espaces à explorer où ils peuvent s'éprouver sans être en danger. Faire des camps de vacances à travers le sport, à travers la musique, à travers des activités. Donc, c'est ça, il faut trouver des adultes de substitution. Comme je vous ai dit, on est les moins bien placés quand on est parents pour les aider. Et où ils vont pouvoir s'éprouver sans se mettre en danger. Et comme on disait autrefois, les voyages forment la jeunesse. Donc, il faut trouver ces nouveaux espaces. Et des adultes de confiance pour accompagner nos enfants. Et c'est vrai que dans notre époque, les zones de contact, de relation ne sont plus les mêmes. Mais peut-être que les jeux en ligne, c'est aussi notre manière aujourd'hui d'être en relation. Ce n'est pas forcément tout toxique. Les réseaux sociaux bien apprivoisés, ça peut être aussi notre manière d'être en relation. Même si qu'avant Internet et la télévision, on voit bien que c'était dans la rue que se faisaient les relations. Mais dans les grandes villes, on aurait beaucoup de mal à imaginer de mettre nos enfants, nos adolescents comme ça librement dans la rue. C'est comme quoi les choses ont changé. Et j'aime bien cette phrase, la grande aventure de l'existence, c'est de trouver là où l'on est bien.
Et c'est pour ça qu'il faut s'engager et c'est pour ça qu'il faut les sortir du stress de Parcoursup. Parce que ce qu'on sait, c'est que les 3/4 des gens font carrière dans quelque chose qui n'a rien à voir avec leur dominante pendant leurs études. Donc ce qui est important, c'est qu'ils mettent le pas quelque part et que de pas en pas, ils trouvent là où ils sont bien dans la vie. Et de leur donner confiance à s'aventurer, à traverser leur peur pour essayer des choses, pour apprendre de la vie. Mais si on a peur à leur place, ben on leur apprend la peur. Hein, les accompagner, c'est pas leur transmettre la peur. Donc, il y a des obstacles à traverser. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles à traverser à l'école, notamment. Ils sont surchargés de devoirs, ils n'ont pas forcément de pause pour respirer, de pause pour s'ennuyer. Ils sont face à l'école, des fois, avec des incohérences, des injustices. Et alors qu'ils ont besoin souvent de droiture, des fois, il y en a un qui fait une bêtise, puis toute la classe prend la punition. C'est dur à accepter à cet âge-là. Et puis, il y a des mots qui tuent dans les bulletins. Peut mieux faire, travail insuffisant, leçon non apprise, méthode à revoir, élève médiocre. Hein, ça peut être l'école peut être un endroit de violence sociale et il y a tous des comportements psychosociaux, hein, des soft skills à apprendre à l'adolescence. Et c'est depuis très peu de temps qu'en tout cas au ministère de l'Éducation, on en tient compte. Je le sais d'autant parce que je participe à une commission sur le sujet et qu'il y a une posture à avoir quand on est enseignant, quand on est adulte, pour donner confiance aux enfants et de leur donner envie, de les motiver. Donc, comme je vous disais, à l'école, c'est pas qu'un savoir qui est à apprendre, il y a aussi des compétences psychosociales à leur apprendre. Et il y a des trous dans la raquette à ce niveau. Et puis, il y a des choses qui posent question. Peut-être que c'est bien le contrôle continu, mais des fois, il y a des lycéens, ils ont l'impression de passer le bac chaque semaine. Donc, ils sont en stress continu. Donc après, tout est contextuel, mais est-ce que c'est un bon système? Et puis au lycée, maintenant, depuis peu, il y a des classes éclatées. Donc ils n'ont plus de groupe d'appartenance. Avant, on était notre classe, on avait sa classe. Donc peut-être que ça crée des fragilités, donc c'est des réflexions à avoir. Et puis ce contrôle continu fait qu'il n'y a plus d'épreuves. Hein, comme je vous ai dit, il n'y a plus le bac, il n'y a plus des épreuves comme ça où on grandissait, hein, on apprenait à avoir peur, parce que quand on passe le bac, c'est un contrôle de connaissances, mais c'est aussi traverser la peur du résultat. Et d'ailleurs, pour le bac, il faut sortir de la peur du résultat. Parce que penser est-ce que je vais avoir le bac, ça fait penser que je vais peut-être pas l'avoir. Penser est-ce que je vais réussir, ça fait penser que je vais peut-être pas réussir. Donc vous voyez, quand on est dans le terme de résultat, on crée de l'anxiété. Et donc, il faut leur apprendre qu'à chaque instant, comme l'un des 4 accords Toltec, il faut donner le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi-même d'aujourd'hui, pas celui de demain et d'hier. Et c'est comme ça, finalement, qu'on traverse au mieux les épreuves. Donc, il y a une épreuve émotionnelle dans les examens à l'école dont on ne forme pas toujours les élèves. Un autre outil qui est intéressant sur les émotions, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le système émotionnel, il se met en place à l'adolescence comme un TGV. Ça part tout de suite. Mais il faut mettre en place un frein émotionnel. Le frein émotionnel, c'est fait par le système parasympathique et il met du temps à apprendre. Il est lié aussi au développement du système préfrontal. Et ce système préfrontal, chez les adolescents, a du retard avant de se mettre en place. C'est pour ça que les adolescents sont volcaniques à cet âge-là. Et qu'il faut leur donner des outils pour ne pas se laisser embarquer par le TGV émotionnel. Un outil qui existe, c'est l'outil STOP. C'est dire S comme stop, quand on a une émotion. T, tu respires. O, comme observe, j'observe ce qu'il y a en moi. Et je parle de mon besoin. Pour ne pas être dans la réactivité. Et en fait, l'idée, c'est de leur apprendre de sortir de la réactivité pour être dans la réceptivité. Puis j'aime bien cette méthode de respiration. J'inspire, j'expire et rien à foutre. C'est aussi notre manière de mettre les choses à distance et arrêter de donner de l'importance à chaque chose. Hein, et de ne pas être vapeur comme Agrippine, cette adolescente de Claire Bretéché, que pour la moindre occasion, elle est tout le temps vapeur. Un autre outil qui est intéressant dans les compétences psychosociales, qui est à apprendre aux adolescents, c'est l'acronyme PANS. C'est avant de parler, de se dire, est-ce que ce que j'ai à dire, P,
est-ce que c'est positif ce que j'ai à dire? E, est-ce que c'est exact? N, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce que j'ai à dire? S comme sage, est-ce que c'est sage ce que j'ai à dire? E, est-ce que c'est enrichissant ce que j'ai à dire? Et donc, il y a un apprentissage de la parole à cet âge-là à avoir. Mais on voit bien que ces outils, souvent on ne les donne pas à l'école, on ne les donne pas au collège, et les parents ne les ont pas. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dépassés par ce chantier-là. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne leur donne pas les outils, les compétences psychosociales pour grandir, pour mûrir et apprivoiser leur intériorité. Et finalement, ils vont se parler comme Agrippine, de façon rude. « Salut pauvre morue, salut bloc d'agro gras ». Ils se parlent très gentiment entre eux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir leur donner confiance, montrer qu'on a confiance en eux, malgré tout le bazar, malgré tout le chantier. Et ça commence dès le plus jeune âge, de dire tu as les ressources en toi pour réussir, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être parfait, et quoi qu'il en soit, quoi qu'il est, eh ben, on les aime, nos enfants. Donc, développer les compétences psychosociales, c'est apprendre aux enfants la régulation émotionnelle en fonction du regard des adultes. C'est notre regard qui influe sur eux, le regard des parents, mais aussi des enseignants. Et ils vont apprendre à se réguler à travers ce regard qu'on a pour eux. Donc, c'est à nous de ne pas être dans la réactivité face à eux, pour les accompagner, pour être les Sherpas que nous devons être. Et dans nos réponses, on doit avoir face à leurs problématiques, on doit avoir des réponses rapides, chaleureuses, cohérentes et prévisibles. Il ne faut pas attendre 2 heures, 3 heures le lendemain pour répondre à ce qui leur arrive. Donc, comme je vous disais, c'est de passer d'un état réactif à un état réceptif. Commencer les phrases par « je », pas par des généralités. Je t'aime, j'ai besoin que tu fasses ceci, je trouve ce que tu fais super, pour que, en montrant par le « je », qu'ils arrivent à dire pour eux « je ». Donc, vis-à-vis d'eux, il faut avoir des demandes précises et explicites pour ne pas arriver « ah, tu fais rien » et qu'on soit pris dans l'émotion et qu'ils ressentent ça comme une violence relationnelle. Leur apprendre que c'est important de parler de soi et pas de parler des autres. Ne pas rater une occasion de les féliciter, de leur dire qu'on les aime, même s'ils nous énervent de temps en temps. Organiser des renforcements sociaux, non matériels, immédiats et répétés. C'est du comportementalisme, il faut les encourager. Et puis, même s'ils nous énervent, même si ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas rater une occasion d'avoir des moments partagés avec eux. Même si on n'aime pas leur musique, prendre le temps de s'intéresser à leur musique. Même si on n'aime pas leurs jeux vidéo, prendre le temps de passer un moment avec eux pour s'intéresser à eux. D'avoir des moments de face à face et d'être attentif et disponible pour créer ce lien dans ce chantier qu'est l'adolescence, de ne pas perdre le lien avec eux. La méditation, donc je vous ai dit que c'est un outil extraordinaire qui se développe de plus en plus. Il faut savoir que même les lords anglais sont mis à méditer, même les députés français. Moi, je sais que j'ai fait une séance de méditation avec Delphine Bateau une fois. En préparation mentale, c'est quelque chose de très utile. Et donc, c'est un outil qui est intéressant à développer auprès d'eux. Et c'est quelque chose qu'à apprendre dès le plus jeune âge pour qu'ils aient les outils pour gérer ce qui leur arrive après. Et la méditation, ce n'est pas forcément assis, la pleine conscience. Ça peut être apprendre, quand on prend sa douche, être vraiment là, au contact de l'eau qui coule, de la température de l'eau, de ce qui se passe, et pas penser à ce qu'on va faire après. Et parfois, certains adolescents, ils sont toujours en train de courir comme les parents. Ils sont notre miroir, donc on ne peut pas leur demander d'être meilleurs que nous. En marchant, de savoir être simplement là, à marcher, connecté avec le vent dans la figure, l'appui des pieds au sol, et pas penser à ce qu'on a à faire après, être toujours dans l'après et l'après. Il n'y a qu'à voir nous regarder. Il y a certains parents qui sont là, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire à manger plus tard? Qu'est-ce qu'on va faire? Pas vivre dans l'instant présent et se dire, on va se débrouiller, on saura composer avec ce qui se présente à chaque instant. Même en faisant la vaisselle, on peut faire de la pleine conscience, d'être au contact des sensations, même en train de parler. Et on n'est pas obligé d'être comme cette fameuse grenouille, calme et attentive comme une grenouille, qui a conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, qui a conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle et qui ne bouge juste si c'est nécessaire. Ce fameux livre de méditation qu'on propose chez les enfants. Chez les adolescents, il y a un autre livre de Swazik Michelot qui est extraordinaire et vous allez adorer le titre, c'est « Comment ne pas ressembler à mes parents ».
Et donc tout ça, c'est pour retrouver l'esprit clair. Hein. L'agitation émotionnelle trouble notre esprit et il faut apprendre à décanter pour retrouver l'esprit clair. Et c'est tout un apprentissage à faire à l'adolescence pour sortir de l'agitation. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Comme c'est étrange que l'herbe soit tout ce qui reste debout après l'orage, dit le garçon. Parfois être doux, c'est être fort, dit le lapin. Hein, » c'est un peu un parallèle avec le côté admirable de l'acrobate. Hein, c'est aussi de leur montrer nous-mêmes, dans nos manières de réagir, cette douceur, cette bienveillance, pour qu'ils se construisent par coping en fonction de nous. Donc ça a de nombreuses vertus, je vous en ai parlé de la méditation. Hein, c'est quelque chose qui a été très étudié, hein, notamment les bouddhistes font beaucoup de méditation et ils ont mis leur cerveau dans des scanners, donc c'est des choses qui sont prouvées, l'efficacité, notamment sur l'immunité cellulaire, ça répare les chromosomes, ça diminue plein de facteurs d'inflammation, donc c'est vraiment quelque chose de biologiquement prouvé. Et ce n'est pas une question de temps, même si on n'en fait que 5 minutes par jour, ça peut être utile d'avoir de la présence à soi. Mais j'aime bien cette métaphore qui dit c'est bien de méditer une demi-heure, un quart d'heure par jour, mais si on n'a pas le temps, il faut méditer 1 heure. Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas le temps. Regardons-nous courir. Hein, parfois, même si en Bretagne, j'ai l'impression qu'on court un peu moins que ce que je voyais à Paris, mais c'est intéressant de savoir ralentir. Même le cœur, hein, il fait contraction, repos, il se repose tout le temps. Donc notre cerveau peut aussi apprendre à ralentir. Alors, il y a plein de manières de faire de la méditation. Il y a des programmes sur 8 semaines qui se font, il y a des applications téléphoniques, je vous ai parlé de Petit Bambou, mais moi j'interviens sur un Facebook qui est gratuit, qui s'appelle Présence. Vous avez des méditations gratuites 2 fois par jour, faites par plein d'instructeurs de méditation. Et la méditation donc, est source de joie et de sérénité. Et avec des amis, il y a quelques nombreuses années, on avait vu des gens méditer dans la rue à New York et on s'est dit c'est super. Et puis je ne sais plus si vous vous souvenez, à une époque, il y avait les nuits debout. Et alors on s'est dit on va faire le jour assis. Donc on fait des méditations libres et ouvertes dans les espaces publics. Allez sur le Facebook présent, le Facebook Ça sort ensemble, sur le site internet Ça sort ensemble, vous verrez de nombreuses méditations et vous verrez aussi des actions de méditation qui sont faites chez les enfants et les adolescents. Il y a plein de vidéos intéressantes sur le sujet. Et ici, moi l'été, j'en fais sur la Grève Blanche. Vous allez sur Ça sort ensemble Trégor et une fois par semaine, l'été, on va s'asseour à la Grève Blanche de Trégastel. Donc il faut aussi leur apprendre que ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas vrai, même si on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on a dans la tête. C'est juste des histoires qu'on se raconte. Et que même si ce qu'on a à l'intérieur de nous insiste pour exister, et que ce qui les empêche de grandir, c'est des attentes trop élevées, des violences subies, des échecs, certaines éducations non adaptées, mais aussi l'inverse, des attentes peu élevées. Mais ce qui les aide, c'est le succès, les amours reçus qui permettent de leur construire une image de soi positive, d'apprendre à avoir confiance de soi et de les aider à s'aimer. Parce qu'être adulte, la première personne qui est là pour nous aimer, c'est nous-mêmes. Donc il faut qu'ils apprennent à s'aimer et à prendre confiance en eux. Et donc apprendre à se libérer de ces émotions, à se libérer de cette machine à penser pour oser vivre leur vie. Et comme dit cette phrase, si tu n'as pas le temps de tout faire, alors fais uniquement ce qui compte vraiment. D'être au contact, d'être cohérent avec soi-même. Et c'est ça la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui est un très bon outil de Sherpa pour aider à grandir, parce que c'est de regarder, c'est d'apprendre à observer, d'apprendre à choisir et regarder ce qui fonctionne pour soi. Un autre outil qui est intéressant, c'est la méthode Pete Sampras. Alors, là, je prends un coup de vieux avec mes patients parce que souvent, aujourd'hui, un patient sur 2 ne connaît plus Pete Sampras. C'est très 20e siècle. Pete Sampras, c'était le très grand champion de tennis au 20e siècle. Federer est arrivé après. Mais on pensait que personne n'allait dépasser Pete Sampras. Pete Sampras, il se moquait de gagner ou de perdre. Quel que soit le match et l'entraînement, il se posait 2 questions. Qu'est-ce qui a bien marché pour moi? Et comment je peux le répéter pour pas que ça soit le fruit du hasard? Qu'est-ce qui est améliorable? Et comment je peux m'entraîner pour l'améliorer? Et finalement, il finissait par gagner tout. Et bien, c'est peut-être cette méthode qu'il faut leur apprendre aux adolescents pour grandir, pour se développer et sortir de la culture de résultat. Parce que comme je vous ai dit, le résultat crée de l'anxiété. Et finalement, même s'ils ne réussissent pas quelque chose,
Peut-être la question, c'est de leur dire, peu importe ce que tu n'es pas ici, si tu en as appris quelque chose, si tu vois sur quoi t'améliorer, eh ben génial. D'être plutôt dans le développement de soi. Et il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle « Oser la réussite », où on catégorise deux types de personnes, des gens qui sont dans le résultat et des gens qui sont dans le développement de soi, qui sont toujours en apprentissage. Il y a un exemple célèbre, c'est Mbappé. Mbappé, après la Coupe du Monde, il s'est reposé 3 jours, puis il est retourné à l'entraînement. Et s'est réentraîné. Et c'est comme ça qu'il est le grand champion. Plus 20e siècle, Michael Jordan, au lycée, s'est fait virer de son équipe de basket, parce qu'on ne pensait pas au niveau. Et ben, il s'est entraîné, il était dans cette idée de développement de soi. Et finalement, aujourd'hui, Michael Jordan est le plus grand basketteur de l'histoire du basket. Donc, c'est leur donner cette idée-là, de sortir du résultat. Et en voulant qu'ils aient des résultats, bah peut-être qu'on leur donne de l'anxiété. Et qu'il vaut mieux les aider à être dans un développement de soi, d'être dans un apprentissage, d'être des apprenants. Oui, parce que la vie est une aventure, c'est fait de haut et de bas. Le principal, c'est que ça avance. Et chaque adolescent avance à son rythme. Et il ne faut pas désespérer quand des fois, ils sont dans des creux de vagues. Vivre, c'est savoir profiter des temps forts et savoir gérer les temps faibles. Et le principal, c'est qu'ils fassent des pas en avant. Et il y a des périodes dans leur vie qui feront des grands pas, et d'autres des pas de fourmi. Puis il y a des fois, il y a des études qui ont montré que les très bons élèves au collège, ce n'étaient pas forcément ceux qui réussissent plus tard. Parce que c'était tellement évident pour eux qu'ils n'ont pas appris à être des apprenants. Et puis des fois, c'est des élèves plus moyens au collège ou au lycée, parce qu'ils étaient face à des difficultés, ils ont appris à gérer des difficultés qui ont été beaucoup plus loin dans l'âge adulte. Donc il ne faut pas paniquer en fonction des résultats qu'ils ont, vos enfants à l'école. C'est de voir s'ils sont des apprenants. Et leur donner cette dynamique, parce qu'à chaque étape de notre vie, même encore au 3e âge, vous êtes capable d'apprendre des choses nouvelles. Et puis, il n'y a pas une voie, chacun sa route, chacun son chemin. Donc, la route de vos enfants, ce n'est pas forcément votre route. Ce qui est important, c'est qu'ils fassent des choses qui fonctionnent pour eux, en fonction de leur contexte, en fonction de leur époque. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps du Covid, des conséquences du Covid chez les adolescents, de la souffrance des adolescents à cette période. Il y a eu un numéro du Point sur le sujet. Et c'est vrai que le Covid, on voit bien comment le confinement, on a empêché les jeunes d'être au contact les uns les autres et de se toucher. Deux choses qui sont extrêmement importantes pour qu'ils grandissent. Et ça a été très violent pour certains d'entre eux. Et ça a été source d'anxiété parce qu'il fallait s'adapter à des nouveaux outils. Et donc ça a été source de beaucoup de souffrance. Moi je me souviens d'un adolescent, pendant le confinement il s'est mis à déprimer. Du jour où il a pu retrouver ses copains, il allait mieux. Donc cet isolement a été très violent pour certains jeunes. Et ça se traduit aussi par des chiffres qui sont douloureux. Les conduites suicidaires sont en hausse depuis le Covid-19, plus de 27%. Il y a plein d'adolescents qui ont été en contact de quelqu'un de leur famille qui est décédé. De passage aux urgences, ça a augmenté. Et puis c'est un sujet qui fait peur parce qu'on sait que le suicide notamment est la deuxième cause de mortalité à l'adolescence après l'accident. Donc c'est vrai que pour les parents, ils ne contrôlent plus, mais ils savent qu'il y a des risques. Donc ils ont à gérer leur peur, qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Des choses peuvent leur échapper. Et puis, après le traumatisme du Covid, il y a eu d'autres crises, et c'est quand même une période particulière où on enchaîne les crises. La crise sanitaire, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, et que ce n'est pas forcément évident aussi pour ces jeunes de vivre dans cette période de crise. Et puis, dans ces crises, il peut y avoir son contact de perte des fois de quelqu'un de leur famille, de la violence qui est autour d'eux. Les infos, ça donne que des images de violence, ça ne donne pas des bonnes nouvelles. Et puis on sait qu'il y a eu aussi un accroissement de la violence domestique pendant le confinement. Et pour certains enfants, ça n'a pas dû être facile d'être au contact de leurs parents qui étaient en souffrance, qui se violentaient. Et d'ailleurs, il y a eu une augmentation de 30% des appels au numéro vert 3919 pour les femmes victimes de violences lors du premier confinement. Donc il y avait un isolement forcé qui a entraîné une suspension des occasions de socialisation pour les adolescents,
un sentiment de solitude, des pensées noires parfois, un mal-être envahissant. Il y a eu une fermeture des lieux d'enseignement. Et puis, il y avait une difficulté pour ces enfants-là de consulter. Donc, ça a été vraiment un terrain de fragilité qu'il faut essayer de récupérer aujourd'hui. Donc, des chiffres comme ça, le baromètre du 14 février 2023, c'est tout récent, de Santé publique France, disent que les 18-24 ans ont le moral en berne, il y a du mal-être, de l'anxiété, de la tristesse. C'est la catégorie d'âge qui est la plus touchée par les épisodes dépressifs. Et comme je vous disais, ils n'avaient pas d'interlocuteur pendant le confinement. Et donc la vague de souffrance des jeunes est arrivée plus tard, en décalage par rapport aux populations adultes. Et aujourd'hui, le système de santé va pas bien, et la psychiatrie va encore moins bien, et la pédopsychiatrie encore moins bien. Donc ils n'ont pas forcément les interlocuteurs pour les aider. Alors comment faire? Il faut libérer la parole. Il faut qu'il y ait des lieux pour pouvoir parler pour les adolescents de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Il y a des intervenants qui viennent dans les milieux scolaires pour essayer de libérer la parole, pour essayer de les aider à les accompagner, les aider à grandir. C'est l'histoire des adultes de substitution qui peuvent leur apporter des aides. Il peut y avoir des interventions sous forme d'ateliers, de conférences, d'exercices de théâtre qui existent dans les collèges, dans les lycées. Et puis c'est aussi de travailler sur les représentations de la santé mentale, parce que pendant longtemps, de voir un psychiatre, c'était pas bien considéré. Mais là, on voit notamment à travers des figures comme dans le sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux derniers Jeux Olympiques, il y a une championne de gymnastique américaine qui a dit qu'elle ne faisait pas un certain nombre de compétitions alors qu'elle devait avoir des médailles d'or parce qu'elle n'allait pas bien. Et donc maintenant, à travers des images comme ça, on peut avoir une autre représentation de la santé mentale sans que ça soit culpabilisant de dire « je ne vais pas bien » pour un adolescent. Et puis, il y a des outils que je vous donne. Il y a un numéro de téléphone qui est le fil santé jeune, ou un chat dont je vous ai mis les références, où les jeunes peuvent interagir. Et puis un autre site, le nightline.fr, où il y a un kit de vie avec des outils à disposition pour les jeunes pour traverser aussi ce chantier et trouver des outils qui soient adaptés à eux. Donc, vous voyez, c'est tout aussi les avantages des réseaux sociaux et puis des sites internet, c'est que se développent des outils. Et même sur TikTok, sur un certain nombre de choses, se développent plein d'outils qu'ils ont accès. Ils ont accès à d'autres informations d'une autre manière que nous à notre époque. Alors évidemment, quand on parle des adolescents, il faut parler du risque suicidaire parce que c'est la deuxième cause de mortalité. On n'a pas envie de penser ça quand on est parent, mais ça existe malheureusement. Et il y a des facteurs de vulnérabilité individuelle. C'est vrai que quand il y a du harcèlement scolaire, de la précarité, une vie économique qui est difficile, c'est source de fragilité. Et puis, il y a des traits de personnalité. C'est pas les mêmes personnes qui font des tentatives de suicide et celles qui se suicident. Il y a des études qui ont montré que le cerveau des gens qui se suicident, il n'est pas fait de la même manière que les autres. Donc, il y a des vulnérabilités biologiques, génétiques à ça. Et puis, il peut y avoir aussi des maladies mentales qui apparaissent à l'adolescence. Et 2/3 des personnes mettant fin à ces jours a eu un diagnostic de dépression juste avant. Les autres, troubles anxieux, troubles du comportement alimentaire, des troubles de la personnalité ou de la schizophrénie. Donc, quand il y a un adolescent qui a une maladie psychiatrique, il faut savoir la prendre en charge. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que le tissu de santé est de moins en moins bon. Vous l'observez, j'imagine, tous les uns les autres. Et puis, il y a des antécédents familiaux. C'est vrai que si les parents, les grands-parents, la famille, il y a des troubles psychiatriques, il y a plus de chances qu'il y ait des fragilités chez les adolescents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les filles font beaucoup de tentatives de suicide, mais c'est les hommes qui se suicident. Les décès aboutis, ça touche plutôt les hommes. Donc c'est apprendre à repérer les facteurs prédisposants et les facteurs déclenchants pour accompagner au mieux les gens qui sont en fragilité. Dans le risque suicidaire, c'est vrai que l'exposition aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information en continu, sont source d'anxiété permanente. Donc, comme toute chose, les réseaux sociaux, moi j'aime bien dire, c'est comme un marteau, bien utilisé c'est génial, mais mal utilisé ça fait beaucoup de dégâts. Donc il ne faut pas dramatiser ça, il faut apprendre à utiliser ça. Et puis il y a aussi des risques de contagion émotionnelle. Il y a quelqu'un, un adolescent qui va mal, une idole qui va mal, et tout le monde va se mettre à être mal comme la personne, c'est ce qu'on appelle l'effet Werther.
Et puis quand Kurt Cobain est mort, hein, le chanteur de Nirvana, bah, ça a créé plein d'autres personnes qui avaient envie de mourir comme Kurt Cobain. Donc il faut faire attention à cet âge-là sur la contagion émotionnelle. Et puis il y a aussi tous les problèmes de cyberharcèlement en augmentation. Donc il faut aussi informer les adolescents, faire de la prévention dans les écoles, au collège et au lycée. Donc après, ça n'arrive pas forcément brutalement, hein. Il y a des signes qu'on peut repérer chez les adolescents. Bah, si on a des chutes des résultats scolaires, si l'adolescent est plus irritable, a des troubles de sommeil, pleure régulièrement, se replie, bah, il faut savoir s'inquiéter. S'il a des propos défaitistes, ça ne va pas du tout, j'en ai marre de tout. Piège des spirales infernales, il y a un événement traumatisant, par exemple le divorce des parents qui se passe mal, il arrête l'école, il y a une chute scolaire, il y a des problèmes à la maison, du stress, vous voyez, il y a un cercle vicieux qui passe mal, qui se met en place. Et puis le fait qu'on est en souffrance, bah, on fait les mauvais choix, ce qui crée un autre problème, et ainsi de suite. Hein, il y a une sorte de jeu négatif qui se fait, et qui fait qu'on se fait une spirale négative, et qu'on va de mal en pis, et finalement ça crée un désespoir avec le risque de passage à l'acte. Donc si on a quelqu'un, un jeune dont on sait qui est en fragilité, qui est en risque suicidaire, il faut évidemment appeler un professionnel, il faut rechercher un trouble mental sous-jacent, il faut éventuellement faire une psychothérapie. Ici, il y a le réseau Vigilance qui permet aussi d'aider les gens qui ont fait des tentatives de suicide. On peut accompagner les familles, il y a la téléconsultation qui existe quand on ne trouve pas de psychologue ou de psychiatre juste à côté de soi. Il y a des lignes d'écoute comme 3114. Il y a des programmes comme Papageno pour encourager les médias à traiter le suicide. Par exemple, il y a la fameuse vidéo de Stromae sur TF1 qui a parlé de ses idées noires. Ça a été quelque chose de très pédagogique parce que même quelqu'un comme lui a pu dire que il était en souffrance. Et donc ça permet de pouvoir plus parler les uns et les autres. Il y a maintenant des formations en santé mentale de premier secours ou le réseau Sentinelle. Et il peut y avoir ça dans le collège, parmi les adultes, autour pour pouvoir venir en aide aux adolescents. Donc il ne faut pas s'inquiéter de trop, mais il faut savoir être vigilant. Ben, c'est le rôle finalement des parents, que ce soit ce risque-là ou un autre risque. Donc on va revenir sur des choses plus positives. Vivre, c'est un art. Donc il n'y a pas de modèle. Si j'avais le mode d'emploi, je vous ai dit des choses, mais si j'avais le mode d'emploi, ben, je serais milliardaire. Donc c'est un art. Et l'enjeu, c'est d'apprendre à être soi. Je suis le seul, j'aime bien cette phrase, je suis le seul à être moi, alors autant l'être à ma façon. Et un autre outil qui peut être utile pour avancer dans la vie, c'est de construire son vélo de vie. Qu'est-ce qu'on met sur son vélo de vie? Ben, sur son porte-bagages, c'est essayer de définir ses ressources, ses forces. Sur la selle, sur quoi je m'équilibre, sur quoi je me repose. Mon guidon, les valeurs qui me guident, qu'est-ce qui me fait avancer? Ben, moi, mes valeurs, c'est ce qui me fait que je suis ici avec vous. De quoi j'ai besoin pour me protéger? C'est quoi mon premier pas? Et vers quoi j'avance? Mais peut-être que je ferais comme Christophe Colomb, je pensais découvrir l'Amérique, les Indes, et j'ai découvert l'Amérique, c'est pas si mal que ça. Hein, je vous ai dit, quand les adultes, 3/4 des adultes font pas ce qu'ils avaient fait comme études quand ils étaient jeunes. Donc il faut, finalement, c'est oser être soi. Et peut-être que la clé du bonheur, c'est trouver des amis avec la même déficience mentale que soi. Et sortir des règles. Il n'y a pas de règles. Sinon, j'aime bien cette phrase qui dit « plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte ». Et le monsieur qui est assis, qui est barbu, c'est Michel Dallaire. Michel Dallaire, c'est le plus grand professeur de clown qui est mort et qui a créé un super livre qui s'appelle « Le clown, l'art et la vie ». Et lui, quand il était jeune adulte, il a fait des études d'ingénieur. Il a mis un pas dans l'entreprise le premier jour. Il a fait demi-tour parce qu'il s'est dit « c'est pas pour moi ça ». Et il est devenu professeur de clown et il a eu une vie extraordinaire. Donc finalement, il faut peut-être faire confiance à nos adolescents qu'ils osent être eux-mêmes. Et être eux, ce n'est pas d'être des clones de nous, ce n'est pas des miroirs de nous. Et qu'ils soient authentiques. Parce que, comme dit cette phrase, les personnes fausses ont une image à maintenir, les personnes authentiques, ils s'en foutent complètement. Donc ils osent être eux-mêmes. Se construire, c'est suivre
l'acte de façon plus professionnelle, ce qu'on appelle le design de vie. Je vous conseille ce livre. Dans le design attitude, ce qu'on dit, c'est que c'est le chemin qui compte. Toujours pas le résultat, comme je vous ai dit. De savoir qu'on apprend de ses erreurs. Donc, c'est bien que vos adolescents se trompent. Ils apprennent de leurs erreurs. Ce qui est important pour les aider, c'est qu'ils soient capables d'observer ce qui fonctionne pour eux ou ce qui est améliorable, méthode Pitt-Sampras. Pouvoir changer de perspective, comme je vous l'ai dit, de ne pas regarder tous sur le même regard. Savoir nourrir des rêves. Et puis de savoir que tout est une opportunité. Les sœurs Tintin, elles ont fait tomber leur tarte. Elles ont inventé la tarte Tintin, elles ont fait une opportunité. Les ingénieurs de 3e, ils voulaient inventer une super colle. Ils ont inventé une colle de merde. Ils ont inventé les post-it. Donc c'est l'idée que tout est une opportunité. Donc c'est de leur apprendre ces compétences-là à nos adolescents pour qu'ils construisent leur vie. Et que vivre, c'est un équilibre dynamique entre ce que notre tête nous raconte et ce que nos émotions nous disent pour construire notre route et qu'il n'y a qu'eux qui pourront trouver leur chemin. Maintenant, comme je suis médecin, je ne peux pas m'empêcher de vous donner mon ordonnance de médecin. Mon ordonnance de médecin, c'est bouger son corps, manger des aliments réels, les aliments industriels créent de l'inflammation, prendre soin de sa fatigue et s'offrir des opportunités de sommeil, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu 2 heures de sommeil, cultiver son réseau social, cultiver la pleine conscience de soi dans nos actions du quotidien, diminuer les toxines, poser des actes significatifs, donner du sens à ce qu'on fait, et pratiquer l'autocompassion, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et on fait le mieux qu'on peut, et le mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le mieux d'hier ou de demain. Alors je vous ai mis les questions auxquelles je ne répondrai pas. Cette poule qui dit « Dois-je songer à une psychothérapie juste parce que ma mère m'a couvé ?» J'aime bien ce dessin d'Agrippine. Si ça se trouve, on serait belle et on se ferait chier. Donc peut-être que c'est bien que ça soit le bazar, que ça soit le chantier, ça occupe. Si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, j'ai commis quelques livres. Alors il y en a, je voudrais vous parler notamment de 2, de débrancher votre mental. Cette photo, c'est un copain de psychiatre qui est quelqu'un de très connu en psychiatrie et puis qui a eu un moment difficile. Et juste à ce moment-là, j'avais envoyé mon livre et il s'est mis à la méditation grâce à ce livre. Et de son lieu de vacances, il m'a envoyé cette image pour me remercier de cette lecture. Et ça m'a beaucoup touché qu'il partage que les quelques mots que j'ai mis aient un intérêt pour lui, alors que c'est vraiment quelqu'un de notable. Et puis, Grandir, vivre, devenir, aussi c'est un livre qui me touche, parce que je l'ai écrit avec Jeanne Sofachin. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Sofachin. C'est cette célèbre psychologue qui a inventé le terme de zèbre. Et elle est une grande bavarde comme moi. Et on avait envie d'écrire un livre ensemble. Et est arrivé le confinement. Et donc on s'est dit, comme on ne peut pas se voir pour écrire un livre, eh ben on va s'écrire. Et donc on s'est écrit des lettres sur la psychologie, de la naissance jusqu'à la mort. Mais en même temps, on parle de culture, on parle de cinéma, on parle de musique, on parle de plein de choses, on parle de nous. Et ce que les gens qui ont lu ce livre disent, en lisant ce livre, on a l'impression d'être vos meilleurs amis. Et finalement, c'est un livre pour apprendre la psychologie qu'on lit sur la plage. On apprend sans avoir l'air, comme un roman de correspondance. Et puis, je vous mets cette première de l'Observateur que j'adore. La jeunesse passe, mais la connerie reste. Songez à ça. Donc, il faut croire à nos adolescents, le futur est pour eux. Ils sauront s'adapter comme nous. Il faut leur faire confiance. C'est une invention permanente d'être adulte. Donc même s'il y a des choses qui peuvent nous préoccuper, faisons-leur confiance. Ils sauront se débrouiller comme nous, on s'est débrouillés. Et on a à être des Sherpas auprès d'eux. Et puis si vous voulez en apprendre plus, il y a un autre site internet que je vous donne, Apprendre à éduquer, où il y a plein de ressources. Voilà, merci de votre écoute. Si ce que je vous ai raconté vous intéresse, vous pouvez aussi continuer à me suivre sur Facebook. J'ai un Facebook à mon nom, le Facebook sur Présence, où je mets beaucoup de choses pour mes patients. Pour le monde de l'entreprise, je mets beaucoup de choses sur LinkedIn. Allez voir les méditations dans S'asseoir ensemble. Je tiens un blog qui s'appelle le blog Apalab, où je mets beaucoup d'articles sur plein de sujets divers. Care, c'est pour la téléconsultation, et Petit Bambou pour faire le programme de méditation Sommeil Serein. Je vous remercie.